Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes mardi, donc nous recevrons entre autres les jeunes de l'association Webash avec qui on parlera nouvelles technologies, on parlera des lancements avortés de SpaceX puisqu'ils ont essayé d'envoyer 2-3 navettes spatiales, mais bon, elles ont explosé en vol. On en parlera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 15 février 2022 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la mobilisation du collectif contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire qui s'est rendu à Basse-Terre. Puis nous écouterons la direction de la Poste Guadeloupe qui dénonce les blocages de centres et dégradations de matériel occasionnés dans le cadre de la grève des facteurs du Nord Grande-Terre. Et en fin d'édition, nous verrons une rencontre entre les primaires de l'école Bourdeux de Sainte-Rose et le comédien Luc Saint-Éloi à l'occasion de la projection de leur film documentaire. Et avant de développer ces quelques titres, notez que le vaccin Novavax est disponible. Il serait pour les autorités une alternative au vaccin à ARN messager. Il serait issu effectivement d'une technologie plus basique pour ces vaccins, à savoir si effectivement ça pourrait relancer la campagne de vaccination. On sera fixé dans les jours qui viennent. Et notez d'ailleurs que dans une tribune publiée par Le Figaro, 20 sénateurs républicains demandent une levée immédiate du pass vaccinal. Pour eux, il ne s'agit plus de la gestion sanitaire de la crise, mais d'une stratégie politique, car je cite, « Avec 300 000 contaminations officielles par jour, ce pass vaccinal n'a aucun sens et il n'a jamais été nécessaire ». Et je cite également, « Si l'objectif du gouvernement était de limiter la circulation du virus dans les lieux précis, un test négatif serait bien plus efficace qu'une preuve de vaccination, puisque ni 2, ni 3, ni 4 doses n'empêchent d'être contaminé et contagieux. » Tout le monde le sait. On a l'air d'oublier. Et l'annonce de la levée du pass vaccinal juste avant donc les élections présidentielles sonne plus comme une arnaque de campagne qu'une décision mûrement réfléchie sur des bases scientifiques. Et il suffit de regarder les décisions qui sont prises ici en Guadeloupe. On s'interroge puisqu'on a quand même un carnaval qui est autorisé alors qu'en même temps on a un état d'urgence. Bon, on sera fixé très rapidement ce mercredi avec le prochain point Covid. Peut-être qu'on rencontrera le nouveau directeur de l'ARS d'ailleurs, Monsieur Légendard. En tout cas, notez, j'ai fait mon petit calcul, notez qu'on nous annoncera a priori 22 décès, donc 22 décès sur la période du 7 février au 13 février. Ça fait quand même beaucoup alors qu'effectivement Omicron est censé être moins virulent que le Delta, qui lui était moins virulent que l'Alpha, mais qui a fait les dégâts qu'on connaît. Et on comptabilise entre hier et aujourd'hui 9 décès. Bon, l'hôpital n'est pas encore surchargé, mais les gens meurent. Et les organisations syndicales se sont donné rendez-vous ce matin à Basse-Terre pour une nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Le reportage. Là, nous passons devant la pause, nous passons devant le conseil général et à notre grande surprise, tout vite fermé. Donc, dans les jours qui viennent, certainement, nous qui refait en action en direction des collectivités, nous qui voyons des courriers pour nous savoir qui sont disposés à rencontrer nous avec des élus, parce que visiblement, nous voyons à la télé que M. Losbach a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée et qu'il présentait des solutions pour sortir de la crise. Et curieusement, pour nous, pour dire nous moyens. Donc, nous avons continué à goumer. Celle qui nous quasi guadeloupéens. Renforcer la lutte, rejoindre la lutte, solidarité pour les gens qui sont au combat, solidarité pour les grévistes, solidarité pour les camarades là qui mettent vie en jeu devant CHU là. Nous avons les bons chantiers chimés là, l'actualité sanitaire mondiale a nous raison.
maintiennent le couvre-feu en Guadeloupe, maintiennent le port du masque en milieu ouvert en Guadeloupe, ça totalement injuste. Là, nous avons regardé le taux d'incidence, là, nous avons regardé le taux de reproduction du virus, là, nous avons regardé nous plus bas que la totalité des départements français quasiment. Oh, yo pas ni ça et nous ni. Donc, dit préfet là aussi, arrêtez pini nous. Et nous-mêmes, arrêtez pini nous-mêmes. On nous fait ça, nous n'y a fait. Un reportage signé Olivier Félix. Et notez qu'après près de 3 semaines de mobilisation, eh bien, les truckers canadiens commencent à obtenir gain de cause. Bon, après, Justin Trudeau, le Premier ministre, a quand même lancé des idées farfelues, comme geler les comptes des participants aux manifestations. Mais bon, ils ont déjà trouvé une solution palliative si toutefois ça arrive. En tout cas, le Canada a décidé effectivement, à partir du 16 février, de supprimer l'utilisation du pass vaccinal donc dans les commerces et les grandes surfaces, le 21 dans les lieux de culte et de funérailles et le 14 mars dans tous les lieux et toutes les activités à l'exception des voyages internationaux. Vous voyez qu'à l'échelle mondiale, c'est en train de se déverrouiller petit à petit puisque bon, l'épidémie, ça va. Et suite à une altercation avec un policier devant le tribunal de Basse-Terre, un homme est revenu armé d'un coutelas. L'agent en poste ouvre donc le feu à plusieurs reprises. L'homme reçoit alors 3 balles dans le flanc. Gravement touché, il perd beaucoup de sang, mais ne succombe pas à ses blessures. Jocelyn Zou était sur place pour lui prodiguer les premiers soins. On l'écoute. On fait les premiers gestes, on attend l'arrivée des collègues. Malheureusement, bon, c'est un drame. Hein. Il semblerait qu'il ait été blessé car il aurait été lui-même menaçant à l'aide d'un coutelas et qu'il semblerait, hein, je parle au conditionnel, qu'il aurait été blessé par un policier. Donc, il respirait, d'accord. Je crois qu'il a perdu beaucoup de sang. Mais bon, il a même parlé. Bon, je pense réellement qu'il va se remettre et qu'on lui souhaite un bon rétablissement ainsi que beaucoup de courage à sa famille. Et le mouvement de grève au sein de la Poste Nord-Grande-Terre se poursuit et les problèmes de distribution du courrier des colis aussi. Blocage des portes, dégradation des véhicules, huile de vidange dans les centres. La direction de la Poste dénonce des pressions anormales sur l'équipe en place. On écoute Jérôme Porcher, directeur des activités courrier de la Poste Guadeloupe. Sur la situation en ce moment, nous essayons de mettre en place de la remise courrier auprès de nos clients. Nous avons fait toute une phase de tri alphabétique. Donc les clients peuvent venir chercher, quand nous ouvrons au public, peuvent venir chercher leur courrier sur simple présentation d'une carte d'identité, puis en nous donnant leur adresse. Malheureusement, nous devons déplorer des blocages, des dégradations de sites chaque fois que nous voulons remettre le courrier à la population. Ce matin encore, nous essayons de le faire sur Petit Canal et Anse-Bertrand. Ils reçoivent du courrier qui a parfois plusieurs semaines. Nous nous tenons à leur disposition d'ailleurs pour leur donner un justificatif comme quoi le courrier était distribué ou remis en retard suite à la perturbation et à la grève. Sur la grève et sur l'organisation, aujourd'hui, il faut savoir que les représentants du personnel, comme c'est leur droit, ont déclenché une expertise en CHSCT, qu'avec cette expertise, ils nous ont assigné au tribunal en référé. L'audience est prévue normalement dans quelques jours. Et pour l'instant, dans ce cadre juridique, nous ne pouvons pas modifier le projet. Nous pouvons continuer à discuter, nous pouvons continuer à négocier, mais nous ne pouvons pas modifier le projet. La problématique, c'est que le préavis de grève, dans les revendications, 90% du préavis de grève est sur le projet d'évolution. Il est important de rappeler que la Poste ne licencie jamais lorsqu'on fait une organisation. Nous assurons la pérennité des contrats de nos agents, nous assurons leur avenir, nous assurons qu'ils aient un travail jusqu'au moment où ils décident de nous quitter, c'est-à-dire souvent au départ à la retraite. Pour l'instant, nous avons sur site des cadres et des intérimaires qui travaillent. Je tiens à les remercier parce qu'ils travaillent dans une situation qui est difficile et compliquée. Ils ont dû faire face à des dégradations de sites, puisque nous avons eu beaucoup d'huile de vidange qui a été répandue. Ils ont parfois été enfermés à l'intérieur, puisque certaines personnes ont trouvé bien de bloquer les portails de sortie, donc ils sont restés bloqués à l'intérieur. Et puis nous avons malheureusement eu à déplorer aussi des dégradations de véhicules personnels, dégradations des véhicules de la Poste, mais aussi par moments et malheureusement quelques noms d'oiseaux, des insultes ou de la pression qui pour moi est anormale. Les gens sont juste là pour faire une tâche, ils doivent pouvoir la faire
faire tranquillement. Et je les remercie d'être présents au quotidien pour le faire. Et voilà 24 jours que les habitants de Gourbère sont privés d'eau. Une coupure sans fin qui pousse la population à bout, ça peut se comprendre. La résilience est une chose, mais à un moment, il ne faut pas trop pousser le bouchon et faire chier avec Tatamoun, comme on dit ici. Il demande des comptes à l'opérateur en charge de la distribution qui visiblement aurait mis des tours d'eau fantômes en place. Le reportage d'Olivier Félix. Ça fait 24 jours, ça va faire 3 semaines. On est obligé de transporter de l'eau, faire des allers-retours, mais on fait comme on peut. Je suis complètement stupéfaite et je vais pouvoir vous dire pourquoi. Enfin, nous en sommes stupéfaits d'ailleurs. Il est clair qu'aujourd'hui, Madame Faure a fait un retour sous pression pour expliquer ces problématiques d'eau que nous avons depuis 24 jours. Très clairement, aujourd'hui, les propos qui ont été avancés par celle-ci sont complètement faux, nuls et non avenus. Et je vais vous dire pourquoi. Il paraîtrait que nous ayons un tour d'eau qui soit prévu sur la commune de Gourbère. Voilà 24 jours que nous sommes sans eau et nous n'avons jamais été au courant de ce tour d'eau. D'ailleurs, un tour d'eau qui n'a absolument pas été communiqué auprès des habitants de Gourbère que nous sommes. Deuxièmement, il serait de bon ton de nous dire où sont les travaux qui sont prévus ou tout du moins en train de se faire sur le réseau. Parce que là encore, nous n'avons aucune information à ce titre-là. Il faut savoir que nous nous sommes renseignés auprès des différentes sections de la commune de Gourbère. Et il s'avère que simplement sur la section de Valcaner, aujourd'hui, il y aurait quelques travaux qui se font au niveau de Valcaner. Donc aucun travaux par ailleurs. Merci à Madame Faure de nous indiquer du coup quels sont les travaux qui sont prévus et dans quel délai on pourra compter sur l'eau dans nos robinets. Je rappelle quand même que c'est un droit à la vie que d'avoir de l'eau dans son robinet. Et nous aujourd'hui on ne vit plus à Gourbère parce que nous n'avons pas d'eau dans nos robinets. Ça devient de plus en plus compliqué. On va dire que les boulangers s'adaptent parce qu'ils ont besoin d'eau pour produire le pain. On a besoin d'eau parce que déjà on est en pleine période de Covid. Faut se laver les mains souvent. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a pris attache avec nous. On n'a aucun contact avec personne, la mairie, personne ne vient. Donc voilà. On est vraiment gentils ici, mais vraiment très gentils. Et les collégiens de Sainte-Anne ont visité le littoral de Bois-Jolan, une sortie pédagogique pour mieux comprendre l'importance de la mangrove qui nous protège des aléas climatiques. C'est sans compter la multitude d'écosystèmes présents sur ces zones humides et avec qui nous devons cohabiter. Le reportage de Charlie Dagonia. Alors l'objectif, c'est d'associer la ville de Sainte-Anne, qui a répondu à un appel à projet appelé Mob Biodive, lancé par l'Office français de la biodiversité, qui vise à revégétaliser notamment nos littoraux. Et nous sommes partenaires avec le collège de Douville, Ramée-des-Corbins, qui a un projet pédagogique avec une classe de 4e. Donc dans le projet Mob Biodive, il y a cette orientation pédagogique. Il y a plusieurs axes et il y a un axe pédagogique. Donc on est venu sur le terrain pour pouvoir inspecter ce qu'on devait mettre en place et par rapport aussi à la montée des eaux, qu'il y avait des précautions à prendre, je dirais, pour pouvoir protéger notre littoral, c'est-à-dire ne pas piétiner les arbustes et les petits animaux aussi. Il y a des zones à ne pas dépasser et voilà. Il y a des questions fondamentales, c'est des questions d'ordre, par exemple, la remontée des eaux, l'érosion et aussi la protection des espèces qui se trouvent à l'intérieur des mangroves. Il y a des questions que les enfants veulent une réponse concrète, mais nous les apportons les réponses pour la sensibiliser, aussi pour leur conscience, pour dire à demain, il faudrait qu'on s'imprègne du fait que le littoral, c'est une nature vivante et qui permet aussi à toute espèce de vivre, autant que les animaux aussi en partagent avec nous, les humains. Nous avons vu certaines zones où nous pouvons voir là où les oiseaux migrateurs venaient auparavant. Nous avons aussi, j'ai entendu le fait qu'ils aient mis des pierres pour délimiter le terrain
de la plage de Bois-Jolan. Depuis quelque temps, la politique de la ville de Sainte-Anne, c'est de protéger le littoral saint-annais contre l'érosion du trait de côte, hein, qui est de plus en plus saillant, qui se voit hein, de visu. On voit bien l'avancée de la mer et donc ses conséquences. Donc c'est un petit peu désurbaniser, revégétaliser, réensabler et d'adapter les activités économiques à ce littoral ainsi protégé. Donc là, l'objectif, c'est protéger nos littoraux. Alors, par rapport à notre projet, on correspond avec des Hollandais aux Pays-Bas et on veut se faire entendre surtout. Et pour parler de zones humides, je reçois Modeste Salignac, qui est technicien de l'environnement au Parc national de Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Salignac. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ces petits projets avec les élèves et ces visites, surtout ces visites de terrain? Bien sûr. À partir du moment qu'il y a dans un établissement scolaire une démarche pour amener une prise de conscience sur l'utilité des zones humides ou encore de la nature d'une manière générale, déjà au sein de l'établissement, bien souvent les enfants sont dans la cour de l'école, mais ils ne voient même pas les arbres qui sont autour d'eux, ils ne voient même pas les fleurs, ils ne connaissent pas tout ça. Alors, déjà, au sein de l'établissement, faire prendre conscience de l'importance de la nature et ensuite amener les enfants sur le littoral, sur une plage ou ailleurs pour continuer la démarche ne peut qu'être une démarche importante, primordiale et qui va contribuer à former les enfants sur une prise de conscience de l'importance des milieux naturels en Guadeloupe. Est-ce que les classes nature ne devraient pas être obligatoires? Alors maintenant, il faut... Parce que connaître son environnement, c'est quand même nécessaire. Tout à fait. Moi, je dirais que je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question qui dépend du rectorat, de l'académie. Mais avoir des connaissances sur les milieux naturels est très important. Et ne l'apprendre que dans des livres, est-ce que c'est suffisamment porteur? Parce que là, on voit qu'ils sont épanouis, ils sont contents d'être sur le terrain, de pouvoir toucher, de pouvoir voir. Mais selon ce que j'ai compris dans l'orientation qui est donnée aujourd'hui, c'est d'amener les enfants en contact avec les milieux naturels. Et c'est ce que nous avons vu à travers ce reportage. En espérant que les démarches se multiplient et que tous les enfants puissent découvrir leur environnement. Moi, je me rappelle à l'école, on allait voir dans le jardin de l'école ce qu'il y avait, hein, mais il n'y avait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on aurait préféré passer du temps dans les bois. Alors, le programme pour les zones humides, puisqu'il y a toute une programmation autour effectivement de ces zones qu'il faut protéger, il faut alerter la population dessus. Qu'est-ce que le parc a prévu? Alors, il y a plusieurs choses qui se sont déjà réalisées. Alors maintenant, la difficulté pour 2022, c'est qu'on ne peut pas faire de rassemblement, on ne peut pas amener le public comme on le faisait d'habitude sur le terrain pour faire des découvertes. On est obligé de passer par d'autres méthodes comme les Facebook Live, réaliser de petits films qu'on va projeter à travers les réseaux sociaux pour tout de même porter à connaissance du grand public de l'importance de ces zones humides que nous avons en Guadeloupe. Nous avons une zone Ramsar en Guadeloupe qui parle de D. Ramsar, c'est la convention Ramsar qui a été signée en 1971 à Ramsar en Iran et qui a commencé son application en 1975. Et le parc national, la Guadeloupe, a eu en 1993 sa zone Ramsar. Et il faut faire connaître cette zone et aussi son importance. Et là, pour cette année, on ne pouvait pas aller avec les personnes sur le terrain, mais on a quand même, à travers plusieurs manifestations, dont un Facebook Live qui a eu lieu vendredi, porté à connaissance du public de l'importance de ces zones humides. Qu'il faut conserver. Il faut pas simplement... On a une petite manie de les détériorer hein, quand même. Hein. Il ne faut pas simplement conserver. Il faut déjà prendre conscience de la valeur des zones humides. Et à partir de là, quand on a pris conscience de la valeur des zones humides, on va mettre en place des actions qui vont dans le sens de les conserver, de les valoriser, Mais on sait de les qu'elles faire nous protègent.
On sait que par exemple en cas de tsunami ou en cas de houle, de forte houle, on sait que les zones humides de mangrove par exemple nous protègent, qu'elles peuvent justement faire en sorte que nos littoraux soient épargnés, mais on les attaque quand même. Alors, il faut bien voir les choses. Il y a des zones qui ont été urbanisées, on ne peut pas dire le contraire. Mais maintenant, quand on fait le tour du littoral de la Guadeloupe, il y a quand même une grande partie du littoral qui est classée zone naturelle et qui est gérée par le Conservatoire du littoral, qui appartient même au Conservatoire du littoral. Sur ce littoral, il y a une grande partie aussi qui est classée cœur de parc. Et ça aussi, c'est une démarche de protection. Et il y a aussi des zones naturelles du département qui sont aussi classées. C'est pas un classement aussi fort qu'un parc national, mais c'est une orientation qui permet de dire que cette zone-là, il faut qu'on la protège. Oui, on ne peut pas dire que on fait n'importe quoi dans n'importe quel sens. Il y a des démarches de protection qui sont là et qui sont réelles. Maintenant, moi je pense qu'il faut porter à la connaissance du public ces réalités. Et pour qu'on puisse, de mon point de vue, avoir de la fierté de ce que nous avons, de notre patrimoine naturel. Et simplement pour vous dire, et ça, nous avons ici en Guadeloupe l'une des plus belles forêts marécageuses des Petites Antilles. Je ne sais pas si ça résonne. L'une des plus belles forêts marécageuses des Petites Antilles. Rien qu'aux Abîmes, nous avons plus de 450 hectares de forêts marécageuses. Non, mais ça a une valeur. Mais il faut prendre conscience, comme vous dites, de cette valeur. Parce que nous, on voit ça comme le paysage, c'est le décor, quoi. Je remercie Canal 10 aujourd'hui de mettre l'emphase sur cette réalité-là et de susciter auprès de la population cet air de fierté, de dire que c'est chez nous. Et là, nous devons tout faire pour protéger, pour valoriser et pour maintenir dans un bon état de fonctionnement. Parce que après, on peut pousser la discussion plus loin. Ah, clairement, il y a matière à débat. C'est sûr qu'il y a matière à débat. En tout cas, au niveau du parc, vous travaillez à cette sensibilisation, donc vous allez continuer. Vous attendez un retour à la normale quand? Bon, on attend un peu la levée des restrictions parce que tout le monde commence un peu à sortir, à s'organiser. Donc, est-ce qu'il y aura une embellie dans les jours qui viennent? Alors, après, nous, on a des orientations en ce qui concerne la pédagogie à l'environnement. On a un service au parc qui travaille sur cela. On passe, j'allais dire, entre 15 et 20%, même des fois 25% de notre temps d'activité dans une démarche de pédagogie. Parce qu'on veut que les enfants de la Guadeloupe puissent prendre conscience de l'importance de la nature d'une manière générale en Guadeloupe. Et qu'ils puissent avoir un comportement respectueux vis-à-vis de l'environnement et qu'ils puissent déjà, et aussi introduire ce sentiment, introduire ce comportement au sein de leur famille. Et c'est eux finalement qui feront un peu l'éducation des plus grands, quoique, bon, vaut mieux travailler sur les petits, dans tous les cas. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est fini, tout est mort. Non, moi je peux vous dire, en 20 ans que je travaille en Guadeloupe, au Parc national, eh bien, moi j'ai vu des comportements changer, des adultes. Il y a des prises de conscience. Il y a des choses que les gens faisaient il y a 20 ans en arrière qui ne le font plus. Et c'est sûr qu'il y a encore des poches de résistance. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas intégré dans leur fonctionnement qu'il ne faut pas jeter les choses par terre. Mais il y a, je dirais, une grande partie de la population qui a intégré ce fonctionnement dans leur comportement et qui ne font pas n'importe quoi. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Saligna, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous sensibiliser effectivement à la préservation de nos zones humides, parce que c'est le temps d'en parler, mais plus globalement de notre écosystème, de cette biodiversité guadeloupéenne qui, selon vos dires, devrait faire notre fierté, en tous les cas. Merci beaucoup.
Et les élèves de l'école élémentaire Bourg 2 de Sainte-Rose ont réalisé une série documentaire sur les 5 grandes périodes de l'histoire. De vrais petits professionnels de l'audiovisuel qui ont présenté leur travail à l'acteur Luc Saint-Éloi. Le reste en images. C'est une classe qui a travaillé l'an dernier sur un projet qu'on appelle un parcours d'éducation artistique et culturelle et qui a écrit, mis en scène, réalisé, tourné donc une série de 5 épisodes sur les 5 périodes de l'histoire. Donc ils ont un petit peu touché du doigt les métiers de l'audiovisuel. Donc c'était très important pour eux de recevoir un acteur, qui plus est un acteur de renom comme monsieur Luc Saint-Éloi. Je me pince pour savoir si c'est réel. Ces enfants-là m'ont fait une surprise extraordinaire. Ils sont formidables, ils sont pleins de talent, pleins d'élan et pleins de bonne volonté. Je viens de voir des extraits qu'ils ont tournés autour de leur leçon d'histoire. Sans commentaire. Il faut vraiment encourager et c'est une belle manière de découvrir des pages d'histoire en jouant nous-mêmes les personnages. Ce qui est le plus important et ce qu'ils vont peut-être retenir, c'est que bien qu'originaire d'une toute petite île, on a le droit de rêver grand parce qu'il est reconnu. Il est reconnu au niveau de la diaspora noire. Il a eu des prix, notamment il a été primé au Sotigui. Donc avec la Black History Month, ça montre que c'est un acteur qui a de l'envergure et c'est bon pour nos petits Guadeloupéens. Vu le jeu d'acteurs de certains d'entre eux depuis l'an dernier, je pense que ça peut susciter effectivement des vocations et ça peut créer beaucoup d'émulation entre eux. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous tout le monde. À venir sur la Tronche Info sur Canal 10, eh bien, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité. On retrouvera notamment des jeunes de l'association WeBuy, ce sera après la coupure pub. Et avant cela, quelques petits bonsoirs rapidement puisque j'ai pris du retard sur le programme. Bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Marie-Hélène Borès, à Zina Bic, à Johanna bonsoir à Marius Labissi, à Moïse Caramel, bonsoir à Patricia de Normandie. Patricia de Normandie qui nous dit « Emmanuel Macron a effectivement annoncé le 27 janvier que le vaccin Novavax sans ARN messager serait livré en priorité aux territoires ultramarins, une façon de répondre à la résistance à la vaccination qui touche certains de ces départements, selon l'Élysée. » Oui, on a bien compris que c'était dans leur stratégie, effectivement. Ils pensent que la pilule, effectivement, devrait mieux passer avec un vaccin traditionnel. Mais comme je vous ai dit, il n'y a que les chiffres qui parleront, n'est-ce pas? Et on verra dans quelques semaines si la campagne décolle, puisque là, concrètement, c'est en train de stagner depuis un moment déjà. Bonsoir à Jean-Claude Pastor, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Nicole Vincent, bonsoir à Fox Isaac, Doug GBM, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Cathy Cat, bonsoir à qui d'autre, à Teddy DJ Ted Mélina, bonsoir. Oh, il y a une nouvelle qui vient de tomber là pendant que je vous tiens. Le Kremlin a confirmé le début d'un retrait des forces russes qui sont stationnées près des frontières de l'Ukraine, évoquant un processus normal et dénonçant l'hystérie occidentale sur une supposée invasion imminente par Moscou. Donc effectivement, Vladimir Poutine met fin au débat sur la troisième guerre mondiale potentielle, avec effectivement cette information qui tombe, donc retrait des forces russes qui sont positionnées sur la frontière ukrainienne. On se retrouve après la pub. Ah, des bonnes nouvelles, hein.